très important. D'accord. Et on doit s'inquiéter de ce chiffre? Est-ce que vous déjà vous avez été informé de ces chiffres? Absolument pas, du tout. Non, nous on a des analyses de radioactivité qui sont faites une fois tous les 4 ans par captage en fait. Mais non, on n'a jamais eu d'analyse de radon, en tout cas qui nous ont été communiquées, et on n'est absolument pas au courant de ces résultats. Voilà. Et comment ça se fait qu'ils fassent des analyses dans votre commune et qu'ils ne vous informent pas alors que vous êtes les élus de cette commune? Bah écoutez, c'est pas à nous qu'il faut poser cette question. Je pense que c'est plutôt à eux, effectivement. Moi je trouve ça un petit peu curieux. C'est vrai que c'est curieux. L'eau atteint parfois 1300 becquerels. Pour la Commission européenne, il ne faudrait plus boire l'eau du robinet au-delà de 1000 becquerels. Et pour Bruno Charéron, avec 50 fois moins de radon, les habitants sont déjà en danger. Il suffit d'avoir dans l'eau seulement 20 becquerels de radon par litre pour dépasser la dose qui est recommandée à ne pas dépasser pour la boisson. Et comment on peut éliminer le radon? Donc pour éliminer le radon, il y a le fait de faire circuler de l'air, de brasser cette eau avec de l'air extérieur qui est peu chargé en radon, pour forcer l'eau à dégazer son radon. Et puis il y a des systèmes de filtration, par exemple à charbon actif. Mais bon, c'est pas simple. Hein. C'est vrai que moi je suis prêt à faire tout, on est prêt à faire tous les aménagements possibles sur le réseau d'eau pour être dans les normes, pour être quoique dans certaines limites, mais il n'y a aucun problème. Mais c'est que derrière il faut le financer et nous on peut pas le financer. À Jabreuil-les-Bordes, le maire est désemparé. À Saint-Sylvestre, un habitant a reçu 10 jours plus tôt les analyses de la CRIRAD. Depuis, Vincent Defaille et sa famille ne boivent plus que de l'eau en bouteille. C'est tout votre stock d'eau? Une petite partie, puisqu'on va faire les courses samedi, donc on en rachètera d'autres. Mais bon, c'est le stock d'eau en priorité pour les enfants. Et de la cantine aussi, elle a du radon, donc sur le coup, on a donné des petites bouteilles d'eau à nos enfants, ce qui n'était pas facile pour la cantinière, pour tout le monde, et puis même pour les enfants eux-mêmes, puisque pourquoi nous on boit pas de l'eau, elle est pas bonne l'eau, plein de questions. Puis les enfants qui avaient ces petites bouteilles. Oui, et puis là, en fait, on continue, mais on se rend compte que voilà, celle du milieu nous a dit, non, moi ça m'énerve de boire de l'eau en bouteille, donc je fais comme les autres. Tous les soirs, Vincent fait l'inspection des cartables de Léonie, 5 ans, et Edgar, 7 ans. Lorsqu'il découvre des bouteilles presque pleines, ce père de famille ne peut s'empêcher d'angoisser. Voilà, par exemple, Edgar, il a sa petite bouteille. On se pose la question aussi, quand ils n'ont pas bu, est-ce qu'ils ont bu? Donc, et c'est encore pire s'ils boivent pas que si, c'est horrible. Et après, voilà. Donc on préfère. Il y a des moments où je me dis, buvez quand même de l'eau. Mais si vous pensez à votre bouteille d'eau, buvez de l'eau. Voilà. Moi, je suis un habitant qui sait pas vraiment quoi faire, quoi. Combien d'habitants de la Haute-Vienne boivent une eau chargée en radon? D'après les documents que nous nous sommes procurés, au moins 16 communes délivrent une eau du robinet très radioactive. Pour les autres départements, aucune analyse officielle n'est disponible. Le laboratoire de la CRIRAD poursuit ses recherches. Il s'intéresse à présent à l'Ardèche, le Puy-de-Dôme et la Loire. Il existe une pollution de l'eau encore plus méconnue. C'est la dernière menace, un cocktail de 3000 molécules qui circulent dans nos tuyaux. Ce sont des résidus de médicaments. Les Français sont les plus gros consommateurs européens de médicaments. On les retrouve dans l'eau depuis quelques années, mais on ignore encore les effets sur notre santé. C'est une partie de pêche un peu particulière qui se joue sur les bords de la Seine, non loin de Rouen. Ici, les pêcheurs de Gardon travaillent pour la science. Christophe Minier étudie l'impact des médicaments sur les poissons. Oh là là, ça c'est de la bête. Cet écotoxicologue de l'Université du Havre s'intéresse surtout aux hormones féminines, comme la pilule contraceptive, très présente dans la Seine. Les personnes prennent la pilule
la métabolise, l'élimine via les urines, elle se retrouve dans les stations d'épuration, l'un n'est pas totalement éliminé, et finalement dans le milieu. Ça se retrouve comme ça dans la Seine Dans la Seine, dans nos poissons. C'est un mâle. Ces chercheurs s'intéressent surtout aux mâles et à leurs testicules. Voilà les deux testicules du gardon que je viens de prélever et qu'on va analyser. Ce qu'on a pu constater, nous, c'est justement certaines protéines qui sont normalement exclusivement femelles, et bien on les trouve dans le plasma des mâles. Ce qui montre une féminisation d'une population d'individus mâles. Les poissons se féminisent, en partie à cause des hormones féminines. Un peu partout dans le monde, les scientifiques font le même constat. Gardons, moules ou goujons pourraient être menacés de disparition. Si on se réfère à d'autres études qui ont été menées, mais cette fois-ci dans des milieux particuliers, dans des milieux fermés, dans des lacs, eh bien les Canadiens ont pu publier qu'en contaminant pendant 3 ans avec uniquement la pilule contraceptive avec des niveaux qui sont comparables aux nôtres, eh bien en 7 ans après, la population a disparu. La féminisation des poissons ne se voit pas à l'œil nu. Depuis 13 ans, Christophe Minier observe leurs testicules au microscope. En 1998, en disséquant un chevenne, il est tombé sur un spécimen inquiétant. C'est une image assez extraordinaire parce qu'on voit un testicule, ou une partie d'un testicule de chevenne ici, qui est apparemment plutôt normal. Ce qui est très très particulier, c'est que sur ce testicule est en train de se développer un ovaire. Et on voit typiquement là, au grossissement que c'est vraiment des tissus connectés et que c'est bien un ovaire qui est, avec ses différents ovocytes ici, qui est en train de se développer sur le testicule. Dans certains fleuves ou rivières, ces mâles qui se féminisent sont loin d'être une exception. Nous, dans les sites pollués, on a de 4 à 40% de poissons intersexués. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Les Anglais ont eu des sites jusqu'à 100% intersexués. Nos rivières et nos fleuves ne charrient pas que des hormones. Ils sont devenus une pharmacie à ciel ouvert. Le docteur Joël Spirou a remonté le fil de l'eau. Sa recherche l'a mené à la sortie des eaux usées de l'hôpital de Rouen et de ses 8000 malades. Comme partout en France, ces rejets ne sont pas traités. Toutes les eaux usées passent par là, donc à la fois les water et puis les lavabos, etc. Tous les bains, enfin tous les rejets liquides du CHU et du centre Becquerel, du centre de traitement contre le cancer, arrivent ici, sont collectés ici avant d'être répartis dans la circulation de l'agglomération. Les urines et les selles des malades véhiculent plus de 3000 molécules, la gamme complète de nos médicaments. Le docteur Joël Spirou a recherché et trouvé une trentaine d'entre eux. Des antiépileptiques, des antidépresseurs, des laxatifs ou encore des antidouleurs que la pharmacie centrale délivre tous les jours à ses patients. Donc ici par exemple, vous avez le Demla patch par exemple. C'est quoi ça ? Donc ça c'est un antidouleur en fait qu'on pose en patch avant de faire des injections éventuellement. Là vous avez du spasmo injectable. Donc ça c'est pareil, c'est un antispasmodique. Ça fait partie des classes thérapeutiques qu'on a retrouvées dans les effluents du CHU, ce qui est normal puisque les patients qui les consomment les éliminent d'une façon ou d'une autre. Donc ça veut dire que voilà, il y a une problématique de santé environnementale à évaluer de façon sérieuse. À Rouen, l'hôpital n'est pas le seul à rejeter des médicaments. Les 550 000 habitants aussi. Que deviennent les 3000 molécules qui s'accumulent dans les eaux usées? Elles sont acheminées dans cette station d'épuration. Ici encore, le docteur Joël Spirou a réalisé des analyses. Une fois traitée, l'eau contient toujours les résidus des médicaments. On retrouve entre 70 et 80% des médicaments qu'on a retrouvés à l'entrée de la station d'épuration. C'est une preuve, s'il en fallait une, que ces stations d'épuration ne sont pas prévues et n'ont jamais été prévues pour retenir les résidus médicamenteux. Par exemple, le tramadol, on s'aperçoit que par an, on laisse repartir 78 kilos d'antalgiques dans la Seine. Alors me direz-vous, 78 kilos c'est pas grand chose, mais c'est pour un bassin de population relativement restreint. Et pour une seule molécule. Et pour une seule molécule, et si on rapportait ça à toute la France, ça peut être colossal. Et le plus soucieux, c'est qu'on ne sait pas le devenir de cette molécule dans l'environnement.
Tous les ans, la station de Rouen rejette des milliers de kilos de médicaments dans la Seine pour 30 molécules analysées seulement. Et l'eau de la Seine, comme les autres fleuves de France, alimente nos robinets. Cela commence à préoccuper les autorités. Depuis octobre 2009, des scientifiques collectent à Nancy des échantillons d'eau en provenance des 4 coins de la France. Ils travaillent pour l'AFSA, l'agence de l'État qui surveille notre sécurité alimentaire. C'est près de 600 points de prélèvement qui arrivent ici au laboratoire, qui viennent de tous les départements français. On a environ entre 2 et 5 points de prélèvement par département. Et là, à titre d'exemple, vous avez des cartons qui proviennent des départements 71, 72, 74. Donc là, ce sont les départements qui viennent d'être prélevés aujourd'hui. Dans le laboratoire, les scientifiques recherchent depuis quelques mois les 40 médicaments les plus consommés en France. Un ingénieur a accepté de nous révéler les molécules déjà identifiées dans les échantillons d'eau potable. On a pu mettre en évidence des molécules comme la carbamazépine à un certain niveau de concentration. Donc la carbamazépine, on va la retrouver ici, donc c'est un neuroleptique. Donc c'est une des premières molécules qu'on a retrouvées sur les 3 bassins qui ont été étudiés. Donc le bassin Loire-Garonne, Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne. Qu'est-ce qu'on a pu trouver d'autre? Alors on a également trouvé l'aspirine, ce qui est à peu près normal puisque grosse consommation, et également donc de la metformine, pour les diabétiques en fait, comme molécule. Ce sont les seuls exemples que l'ingénieur nous livrera, mais rien sur les quantités trouvées. Ces molécules, quand vous les retrouvez dans l'eau, c'est à quelle teneur en fait? C'est difficile par rapport à notre activité là, de vous dire une teneur, dans le sens où notre demandeur pour l'instant n'a pas eu accès aux données. C'est un ordre de grandeur, hein, oui, non, mais l'ordre de grandeur, c'est, enfin voilà, je peux pas vous dire parce que pour l'instant on sait qu'on a retrouvé un certain niveau, mais ce niveau-là, il faut le confirmer, il faut le valider et il faut l'être sûr parce que vous imaginez derrière les associations de consommateurs qui vont nous dire attention, vous avez dit que vous avez trouvé que 100 et si on a le malheur de trouver dans une autre traité 300 ou 400 nanos, admettons, imaginons, ils vont dire ah oui, vous avez dit que vous aviez que 100. Donc, vous avez peur que ça affole les gens en fait. Voilà. Les résidus de médicaments peuvent-ils nous rendre malades? Cet été, l'État recevra les résultats de cette étude nationale qu'il a commandée. Il connaîtra alors la quantité de médicaments que les Français boivent un peu partout sur le territoire. Les autorités sanitaires informeront-elles la population? Seul le ministère de la Santé a la réponse à cette question. Voilà, retour sur le plateau de hors-série pour poursuivre ce vaste débat très important avec nos invités. Sophie Le Gall est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur du documentaire que nous venons de voir. François Veillerette, bonsoir, merci d'être là également. Vous êtes spécialiste des problèmes de polluants chimiques et de pesticides. Enfin, Didier Houssin, directeur général de la santé, bonsoir. C'est à vous que je m'adresse en premier. Après avoir vu ce film, on se dit que quand on boit de l'eau du robinet, eh bien potentiellement on met sa santé en danger. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir aux 40 millions de Français, s'ils étaient 40 millions à nous regarder, ce serait formidable, aux 40 millions de Français qui boivent de l'eau du robinet tous les jours pour les rassurer? Alors je leur dirais d'abord qu'ils ont vu un film très intéressant qui a un grand mérite, c'est d'avoir attiré l'attention sur un sujet capital, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est la qualité de l'eau. Le deuxième mérite de ce film, c'est qu'il souligne, il ne dit rien finalement des questions de bactéries et de virus. Pourquoi? Parce que justement la qualité de l'eau est bonne et si on a fait tant de progrès en santé publique, c'est qu'effectivement on n'est plus confronté à ces épidémies de choléra, de typhoïde. N'oubliez pas qu'il y a 1 milliard de personnes aujourd'hui qui n'ont pas l'eau du robinet potable. Il a également un mérite, ce film, c'est qu'il met l'accent sur l'importance de la qualité de la ressource en eau. Et en particulier dans le domaine des pesticides, je pense qu'on va y revenir. C'est-à-dire que l'eau est meilleure aujourd'hui qu'elle était il y a 10 ans, 15 ans? Justement, la ressource en eau s'est dégradée sur certains points. Voilà. Alors, un des reproches que je ferai au film, c'est d'avoir mis sur le même plan des sujets qui, je dirais, sont quand même des sujets très mineurs, relativement mineurs, voire qui ne sont véritablement pas des problèmes. Je pense à l'aluminium, d'une certaine manière aussi au radon. Les médicaments, on n'en sait pas beaucoup, on en saura, comme vous l'avez dit, un peu plus. Et vous confirmez, pour rebondir sur la toute fin du film, que le gouvernement informera les citoyens des résultats de cette étude? Il
informera. Il informera sans aucune hésitation. En revanche,